Vous nous captez sur le 349 dans le bouquet Canal+, 63e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous êtes 2 milliers à travers le monde. Vous suivez ces programmes spéciaux Lipanda en République démocratique du Congo, un pays qui a des innombrables potentialités humaines comme matérielles, mais aussi minières. La République démocratique du Congo, depuis le 30 juin 1960, aujourd'hui nous sommes le 30 juin 2023, 63 ans après, qui représente aujourd'hui la République démocratique du Congo dans les domaines politiques, dans les domaines administratifs, dans les domaines culturels, dans les domaines sportifs. Nous allons aujourd'hui essayer un peu à bâton rompu de parler un peu, de faire un petit décryptage sur ce qui représente la République démocratique du Congo 63 ans après. Sur cette tribune spéciale de votre tranche Lipanda sur Bossolo Télévision, beaucoup d'invités vont défiler sur cette tribune. Nous sommes aussi honorés de partager ce même plateau avec des personnalités que vous connaissez bien dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans le monde sportif et aussi dans le monde religieux, qui vont nous faire le plaisir de passer sur cette tribune pour parler République démocratique du Congo, parler indépendance 63 ans après. Pour déjà l'entame de cette plateau spécial Lipanda sur Bossolo Télévision, nous avons l'insigne honneur de recevoir un invité sur ce plateau, mais ce plateau est spécial, tellement spécial parce que nous partageons à trois. Nous avons sur ce plateau Jude Kalumbo qui est journaliste, reporter au sein de Bossolo. Avec lui, on aura toujours l'insigne honneur de parler de l'indépendance Tchatcha en République démocratique du Congo 63 ans après, mais également le directeur général du groupe de presse Bossolo Télévision. Il s'est permis aujourd'hui de laisser sa toge. Il va parler avec ses invités, mais dans un autre format. Dans cette tranche spéciale, il s'agit de Israël Mutombo, dit Papa Sango, qui va aujourd'hui, il fait aujourd'hui honneur à ses invités du 30 juin 2023 en République démocratique du Congo. Retenez bien, aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. 30 juin, il y a toute une histoire qui est la République démocratique du Congo, que les élèves retiennent, que les élites congolaises retiennent, que les étudiants des universités retiennent, que le politique aussi retiennent. Nous allons entamer cette tranche spéciale d'abord en disant bonjour à notre invité, Monsieur Noël Tchani Mwandiavita. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur Bossolo Télévision. Mais également au directeur général du groupe de presse Bossolo Télévision, M. Israël Mutombo. Bonjour. Bonjour et bonne fête d'indépendance. Allez, Jude Kalombo, bonjour à vous et bienvenue. Nous avons l'insigne honneur de vous recevoir, M. Noël Tchani Mwandiavita. Vous êtes Congolais des pères et des mères, nous voulons être rassurés. D'abord, avant de commencer, je voudrais souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous nos compatriotes. Mais surtout, je voudrais aussi rendre hommage à tous ceux qui s'étaient battus pour que le Congo devienne un pays indépendant. Je fais allusion à Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu et tous les martyrs de l'indépendance qui se sont sacrifiés, qui ont donné de leur sang pour que le Congo puisse avoir la souveraineté nationale et internationale aussi. Alors, vous me demandez si je suis Congolais de père et de mère. Je voudrais non seulement confirmer que je suis Congolais de père et de mère, mais j'y ajoute des grands-pères, arrière-grands-pères, arrière-arrière-grands-pères. Vous pouvez aller jusqu'à 10 générations du côté de mon père et du côté de ma mère. Je suis Congolais 100%, fier de l'être aussi. Fier de célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo 63 ans après. Nous allons faire un décryptage objectif de ce qui est la République démocratique du Congo aujourd'hui, 63 ans après. Vous avez vécu des périodes, les époques, le moment fort que cette nation a connu aujourd'hui, 63 ans après. On vous prend dans votre profil d'économiste, mais vous allez quand même peindre un tableau sur le plan politique. Aujourd'hui, quand vous regardez la République démocratique du Congo, ça représente quoi aux yeux du monde? Quand je regarde mon pays, la République démocratique du Congo, je me dis, nous avons un pays merveilleux que Dieu a bien voulu nous donner, mais nous n'avons pas tiré avantage de toutes les potentialités qui sont les nôtres.
pour que le peuple congolais puisse jouir de tout ce que Dieu nous a donné. Alors, pour bien faire un bilan de la situation de la RDC 63 ans après, je pense qu'il faut peut-être passer par secteurs différents. Sur le plan sécuritaire, je crois que nous vivons aujourd'hui une situation similaire à celle qu'on a connue en 1960, ou immédiatement après l'indépendance. Nous accédons à l'indépendance, immédiatement il y a des poches, des rébellions, des gens qui veulent se détacher donc de la mère patrie et qui ont créé la confusion. Confusion qui a abouti à la mort de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Donc l'insécurité de 1960, nous continuons à la vivre aujourd'hui, et nous vivons aujourd'hui au fait les conséquences de la mort de Patrice Emery Lumumba, qui était peut-être à l'époque l'un des rares leaders à avoir une vision nationaliste, qui voulait mettre tout le monde ensemble pour que le Congo puisse se consacrer sur les efforts de développement qui allaient profiter donc à tout le monde. Donc sur le plan sécuritaire, la situation de 1960 n'est pas différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, avec des portions de terre que nous ne contrôlons plus. Bunagana ne se trouve pas sous le contrôle donc de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo ou bien de l'État congolais. Bunagana aujourd'hui est occupé par des forces étrangères. Il y a tout le Rutshuru, l'Est de la République, qui se trouve dans cette situation-là. Donc nous connaissons aussi des situations d'insécurité dans le Bandundu avec ce phénomène que vous appelez Mombondu, quelque chose comme ça. Alors, donc, je peux dire que sur le plan sécuritaire, on n'a pas fait de progrès comme on aurait souhaité faire. Sur le plan économique, en 1960, la République démocratique du Congo avait près de 9500 entreprises industrielles, commerciales, de tout genre, de dimensions relativement acceptables. Aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises, sans compter les multinationales, mais beaucoup de ces entreprises ont fermé des portes, au point où le Congo compte aujourd'hui environ 500 entreprises. Encore, ces entreprises-là ne sont pas dans une situation très enviable. Par conséquent, sur le plan économique, nous avons fait un déclin considérable. L'économie congolaise aujourd'hui se trouve totalement dans les mains des étrangers. Quand vous regardez donc toutes les grandes entreprises de la République, je dirais qu'il n'y a aucun secteur de la vie économique de la RDC qui se trouve aujourd'hui contrôlé par les nationaux. Ce qui est contraire, par exemple, à certains pays africains. Quand vous allez au Nigeria, vous trouverez qu'il y a une bourgeoisie nationale qui est propriétaire donc de grosses entreprises donc, du pays. Dans notre cas ici, nous n'avons pas ça. Par conséquent, toute l'économie se trouve dans les mains des étrangers. Pour vous en convaincre, je voudrais juste mentionner un secteur particulier, 2 ou 3 secteurs particuliers. Vous prenez le secteur des télécommunications. Toutes les entreprises que nous avons dans le secteur des télécommunications sont étrangères. Vous prenez le secteur bancaire, 15 banques commerciales, toutes appartenant aux étrangers. Aucun Congolais dans ce secteur-là. Vous prenez donc le secteur minier. La grande partie des entreprises dans le secteur minier appartiennent aux étrangers. Par conséquent, le Congo n'a pas fait de progrès comme on aurait souhaité en 60 ans pour arriver à avoir la même mise sur son économie. L'économie nous échappe et par conséquent, nous ne contrôlons pas réellement le destin donc, de la vie de nos concitoyens. Maintenant, sur le plan social. Sur le plan social, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Congolais est l'un des plus bas du monde. Quand on regarde simplement le PIB par habitant, nous avons un PIB, bon, les statistiques ne sont pas très fiables, mais un PIB d'à peu près par habitant de 468 $, 58 $. Ce PIB est l'un des plus bas de la planète. Quand on classe les pays sur 226 pays du monde, nous sommes classés 224e. Ça veut dire que nous sommes les damnés de la terre. Par conséquent, nous n'avons pas fait beaucoup de progrès en 63 ans d'indépendance. Alors vous êtes le porteur d'un plan Marshall, je ne sais pas où est-ce que ça aboutit. Alors, M. Israël Mutombo, comment vous avez aperçu l'approche économique de Noël Tchani par rapport à la célébration de cette fête d'indépendance? Merci Bouchard pour la parole. M. Noël Tchani, bonjour encore une fois. Bonjour. Avant peut-être d'aborder la question par rapport à ce domaine économique, je reviens par rapport à la situation d'une manière générale que vous venez de brosser tout à l'heure. Alors, s'il faudra comprendre ou faire une conclusion par rapport à tout ce dont vous venez de dire tout à l'heure, on peut aujourd'hui conclure que, selon Noël Tchani, l'État congolais, depuis
1960 ou 63 ans après n'existe plus, ou vous voulez parler de l'inefficacité de l'État, ou vous voulez parler de l'incapacité de gérer, où l'État est quasiment inexistant pour aujourd'hui. Donc un Congolais un matin peut se retrouver aujourd'hui pour conclure que l'État n'existe plus au Congo, où il y a un problème de l'inefficacité dû peut-être par rapport à de mauvaises gouvernances ou des leaders politiques mal intentionnés. Je dirais que l'État congolais existe parce que nous avons un territoire organisé sur lequel il y a ce qu'on appelle des gouvernants. Mais ces gouvernants ne délivrent pas au peuple congolais ce que le peuple attend. Par conséquent, il y a une inefficacité totale qui pourrait même s'apparenter à l'inexistence donc de l'État. Par exemple, je donne l'exemple du secteur sécuritaire. Il est tout à fait inadmissible de constater ce qui se passe aujourd'hui donc dans notre pays, où on a juste des individus qui se réveillent quelque part, ils prennent des machettes, qui commencent à couper les têtes des gens, et ça dure depuis plusieurs mois. Où est l'État? L'État devait être à mesure d'étouffer ce genre de tensions au sein de notre société en très peu de temps, utilisant les institutions existantes, notamment la police, les services de sécurité, mais aussi donc l'armée. S'il faut déployer l'armée même à l'intérieur du pays pour aller étouffer les insurgés de ce genre-là, il faut le faire. Mais je constate que nous n'avons pas cette capacité-là. Deuxième exemple, il est tout à fait inadmissible qu'un pays de la taille de la République démocratique du Congo, 2 342 000 km², à peu près 122 millions d'habitants, je vous dirai comment j'arrive à ce chiffre de 122 millions d'habitants, à peu près 122 millions d'habitants, que ce pays-là soit incapable de pouvoir rétablir de l'ordre, de reconquérir des territoires qui sont sous contrôle de soi-disant rebelles contrôlés par un petit pays voisin qui n'a pas tellement de ressources par rapport donc à nous. Donc, quand vous voyez tout cela, on arrive à conclure que l'État n'existe que de nom. Maintenant, sur le plan politique, quand on regarde le plan politique, il y a lieu de se poser la question, mais est-ce que ce pays est gouverné ou il n'est pas gouverné? En faisant la sommation de tout cela, j'ai conclu que l'État existe, mais il n'existe que de nom. Il n'est pas efficace pour délivrer... À qui revient la responsabilité? La responsabilité, par exemple. Vous savez, dans mon plan Marshall, j'avais posé cette question-là dans un des chapitres, en disant à qui la faute, parce que le pays a échoué. Et la réponse que je donne est que la faute nous revient à nous tous Congolais. Nous avons été complaisants là où il ne fallait pas être complaisants. Nous continuons à être complaisants là où il ne faut pas être complaisants. Et nous n'avons pas réussi à mettre en place des institutions qui pouvaient garantir la pérennité du fonctionnement donc, de notre pays. Par conséquent, au lieu de blâmer simplement le voisin, moi je me regarde dans le miroir et je me dis, est-ce que j'ai dû faire pendant cette période de temps ce que je devais faire pour que mon pays puisse avoir la paix, la stabilité et le développement économique et social dont il faut. Par conséquent, assumons la responsabilité de l'échec de ce que nous avons connu aujourd'hui. Ça, c'est le premier volet. Mais il y a aussi le volet des étrangers qui font affaire avec le Congo, les partenaires au développement, les pays étrangers qui ne veulent pas donner donc à la RDC l'indépendance totale ou la liberté d'action pour qu'on puisse prendre des actions qui permettent à notre pays de se développer. Donc, l'étranger empiète sur nos libertés et nous, Congolais, nous sommes complaisants. Par conséquent, je blâme et les Congolais et les étrangers qui sont responsables donc, de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, M. Noéchani Mandiavita, nous parlons de la dépréciation également de la monnaie nationale. Vous êtes quelqu'un qui maîtrise les monétaires. Comment vous avez vu l'évolution de notre monnaie nationale par rapport à la stabilité économique congolaise? Aujourd'hui, ça dégringole, ça dérange et on ne sait pas, on est sur quelle orbite? La monnaie est le signe le plus visible d'un certain nombre de choses dans notre pays. Le signe le plus visible de l'échec des politiques économiques et sociales dans notre pays, étant donné que la monnaie congolaise ne conserve pas de valeur. La monnaie Zaïre a réussi la monnaie Zaïre, au moment où on devait donc remplacer le Zaïre par le franc congolais, elle était totalement discréditée. On connaissait des taux d'inflation qui allaient dans les 10 000%. Par conséquent, cette partie-là, avant l'introduction du franc congolais, je peux dire qu'on avait déjà échoué avec la gestion économique, la gestion sociale, la gestion monétaire. Maintenant, nous avons voulu faire une réforme monétaire en 1997 à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila. Et je suis l'une des personnes qu'il avait appelé et à qui il avait demandé de mettre en place une équipe pour gérer, donc, pour concevoir une nouvelle monnaie. On a conçu le franc congolais. Nous l'avons lancé le 30 juin
1998, 98, au taux de 1 dollar égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, je suis triste de vous dire que le taux d'échange, je viens de voir tout à l'heure là dehors, est de 2400-450. Quand vous prenez 2400 ou 450 divisé par le taux d'échange qu'on avait au lancement de la monnaie le 30 juin 1998, vous trouvez un taux de dépréciation monétaire de près de 180 000%. Aucune monnaie du monde ne conserve de la valeur avec de tels taux de dépréciation monétaire. En réalité, notre monnaie, il faut avoir le courage de le dire, c'est une monnaie de singe, c'est-à-dire qui ne conserve pas le pouvoir d'achat. On nous trompe en nous disant que nous avons une monnaie et on paye des gens avec cette monnaie de singe qui ne leur donne aucun pouvoir d'achat. Par conséquent, nous devons retourner aux fondamentaux. Si nous voulons refaire le Congo, ayons le courage donc de dire que nous avons échoué, mais maintenant, comment nous devons donc recommencer? En ce qui concerne toujours la monnaie, il y a quelque chose de très important que je voudrais attirer l'attention des Congolais là-dessus. Pour bien gérer la monnaie, être à mesure d'intervenir, de soutenir la valeur de la monnaie, on doit avoir ce qu'on appelle des réserves d'échange. Ces réserves d'échange-là, c'est un matelas de devises qu'on conserve quelque part à la Banque centrale pour que, quand on voit qu'il y a un déséquilibre sur le marché, on veut prendre une petite portion injectée dans l'économie pour établir l'équilibre entre les dollars américains ou les devises étrangères et la monnaie nationale. Ça va garder les taux d'échange donc stables. Malheureusement, nous sommes en train de nous tromper. On dit que nous chantons que nous avons 4,5 milliards donc de réserves d'échange, mais nous ne nous posons pas la question de savoir ces réserves d'échange proviennent d'où. Non, elles proviennent d'où d'abord? Si elles ne proviennent pas des exportations du pays, ça veut dire qu'elles proviennent de l'étranger, des aides de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et consorts. Ce que ça veut dire, c'est que nous ne contrôlons pas notre économie. Le jour qu'on ferme le robinet, ici, nous encaissons donc les dégâts. On vient de vivre quelque chose d'assez particulier au cours de la semaine dernière. Le Fonds monétaire international vient de décaisser 203 millions de dollars, soi-disant pour renflouer les réserves d'échange de la Banque centrale. Mais j'apprécie cela, mais je considère simplement que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan qui ne va pas régler le problème. Pourquoi? Parce que la Banque centrale du Congo, elle est déjà sous-capitalisée. Elle a besoin d'être récapitalisée. Et les besoins de capitalisation de la Banque centrale s'élèvent à peu près à 4,5 milliards de dollars. Comment voulez-vous avoir une institution qui est sous-capitalisée, qui a besoin de 4,5 milliards de dollars pour arriver à ramener ses fonds propres à un niveau acceptable et vous y injectez 200 millions de dollars? Pourquoi faire? On injecte 200 millions de dollars pour soi-disant renflouer les réserves d'échange, mais ça ne va pas régler les problèmes fondamentaux de notre économie. Je te relance, Gilles. Merci, M. Bochard. M. Noël Tchani, sur base de tout ce que vous venez de dire ici, par rapport à la crise, par rapport à la dépréciation de la monnaie que nous vivons actuellement, quel est le meilleur modèle économique que les pays devaient appliquer pour nous faire sortir de cette impasse? Je vais vous poser une très bonne question. Je veux dire que chacun de nous est bon à quelque chose dans notre pays. Si nous cherchons à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous allez voir que chacun de nous va régler les problèmes dans le secteur qui est le sien. C'est comme quand on a joué le match contre le Gabon. Si on avait aligné Noël Tchani au numéro 9 de l'équipe nationale des Léopards, on n'aurait pas marqué donc les 2 buts qu'on a récoltés là-bas. Par conséquent, je considère que pour arriver à remettre l'économie sur la bonne voie, je considère que nous devons d'abord doter le Congo donc d'une vision de développement. Nous n'avons pas de vision de développement aujourd'hui correctement articulée et partagée par tout le peuple congolais. Vous entendez, telle personne mentionne quelques idées, d'autres tirent dessus, on le tire vers le bas et on n'avance pas. Par conséquent, doter le Congo d'abord d'une vision de développement qui va avoir des différents programmes dans différents secteurs en disant voici où nous sommes, voici dans ce secteur-là où nous devons arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Après avoir eu cette vision de développement-là, définissons maintenant les acteurs au niveau des institutions. Qui fait quoi et comment animer ces institutions-là avec des hommes, chacun spécialiste dans ce domaine. Quand nous continuons toujours à faire soit du tribalisme, soit du fanatisme, soit du militantisme politique pour placer des gens, je pense que nous n'allons jamais nous en sortir. Il faut revenir aux fondamentaux, mettre l'homme qu'il faut
à la place qu'il faut pour que ce pays puisse commencer à tourner. Nous sommes dans un plateau spécial Lipanda, 63e anniversaire de la République démocratique du Congo. Vous comprenez que M. Noël Tchani Modiavita est trop axé sur le volet économique parce que c'est sa matière de prédilection. Alors, Jules Kalombo, on parle de la dédollarisation de la monnaie, de l'économie nationale. Peut-être notre confrère a un mot à dire là-dessus. Bon, avant qu'on y arrive là-dessus, moi je voudrais revenir sur ce que M. Noël Tchani a dit tout à l'heure. L'économie congolaise ou la monnaie congolaise n'a connu aucun progrès jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous ne reconnaissez pas les mérites fournis aujourd'hui par les gouvernements congolais avec tout ce qui se passe sur le terrain actuel? Bon, je ne suis pas venu ici pour... je ne suis pas de nature à donner des fleurs à qui que ce soit ou il faut quand même à tirer... J'arrive. Je ne suis pas de nature à donner des fleurs ou à tirer sur quelqu'un pour le plaisir de le faire. Je constate que la monnaie congolaise a perdu des pédales. Elle a perdu des pédales depuis très longtemps et ça continue à perdre des pédales pendant ce régime ici. Donc ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de système qui est mis en place. Je donne un exemple. Actuellement, nous avons dit que nous avons un budget national annuel de 16 milliards de dollars. C'est ce que nous avons approuvé, le Parlement congolais a approuvé ça. Mais ce budget national est fait de quoi? Des ressources publiques, mais aussi des dépenses publiques. Quand on regarde les recettes publiques qu'on a réalisées jusqu'aujourd'hui, là, je pense que nous sommes aux alentours donc de 4 milliards de dollars. Nous sommes à la mi-année, à la moitié donc de l'année, 4 milliards de dollars. Si ce rythme-là continue, je reconnais que les recettes qu'on réalise ne sont pas constantes de mois en mois. Mais si le rythme actuel continue, on va terminer cette année avec des recettes publiques de l'ordre de 8 milliards de dollars, au lieu des 16 milliards qu'on a prévus. Or, les dépenses qu'on est en train d'engager, on engage des dépenses qui sont trop élevées, parce qu'on avait pensé qu'on allait réaliser des recettes donc de 16 milliards de dollars. Par conséquent, il y aura un gros déficit. Et le déficit, jusqu'à présent, il est financé comment? On a tenté de pouvoir émettre ce qu'on appelle des obligations du Trésor, rien que pour récolter 30 millions de dollars. Vous savez quoi? Échec total, parce que sur les 30 millions, on n'a pu récolter que 14 milliards. Par conséquent, l'État congolais n'a pas la crédibilité financière qu'il faut pour arriver à émettre des obligations de Trésor, emprunter sur les marchés financiers et financer son programme donc de développement. D'où il faut être modeste. Au lieu donc de nous donner un budget qui est éléphantesque, qui est basé sur des estimations ou des prévisions qui ne sont pas réalistes, il faut revenir aux fondamentaux. Réduire ce budget-là, réduire le niveau des dépenses. Pourquoi? Parce que quand on ne peut pas avoir un budget réaliste, on dépense trop d'argent. Ces dépenses qui sont excédentaires, là, il faut les financer avec de l'argent qui provient de quelque part. Soit on emprunte sur les marchés, or on n'a pas de crédibilité financière pour emprunter, comme je viens de le démontrer, avec ces obligations de trésor, soit aussi on fait pression sur la Banque centrale du Congo pour qu'elle puisse faire ce qu'on appelle la planche à billets. Et quand elle fait la planche à billets, on aboutit à créer trop de francs congolais, soutenus par trop peu donc de devises étrangères, le matelas des devises, conséquence, dépréciation monétaire, et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il faut que les gens comprennent que quand il y a dépréciation monétaire, il y a quelqu'un qui paye le coût de cela. Ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est la population. Pourquoi? Parce que c'est que le gouvernement n'a pas pu assurer comme stabilité ou la Banque centrale n'a pas pu faire. C'est la population qui va payer avec des augmentations des prix, et ainsi de suite. Par conséquent, le social de Congolais deviendra sacrifié à cause de mauvaises politiques entretenues par l'État. Concrètement, comment y remédier? Je venais de dire tout à l'heure là qu'il faut revenir aux fondamentaux. Ayons une vision de développement, une stratégie de développement acceptée, partagée par tout le monde. Moi, je suis prêt à pouvoir partager avec notre Assemblée nationale le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement que moi je considère est la seule qui existe aujourd'hui. Si on peut la modifier et adopter une stratégie, c'est-à-dire une vision globale que tout le peuple congolais accepte, je pense que nous pouvons commencer à le mettre en œuvre et ça va nous amener donc très loin. Une dernière question. Peut-être pour terminer par, parce que nous parlons de l'indépendance, 63 ans après, est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle économique ou une politique monétaire ou économique, si vous voulez encore, léguée par nos pères de l'indépendance que nous n'avons pas su pérenniser à travers le temps, que nous devons peut-être aujourd'hui mettre en place pour mettre fin à cette hémorragie?
Parce que les jours avancent. Aujourd'hui, vous parlez que les taux de dollar s'élèvent à 2450. Demain, on parlera des 160. Mais la situation, elle est vraie. C'est un problème que nous devons affronter, que nous devons résoudre avec beaucoup de conscience et toute énergie possible. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut recourir, en faisant bien sûr le parallélisme par rapport à l'ancienne politique appliquée par les pères de l'indépendance, où il faudra une nouvelle politique tenant compte des nouvelles bases aujourd'hui, parce qu'il faudra contextualiser aussi. Hein. Excellente question. Au fait, je suis professeur dans certaines universités ici, et l'un des cours que je donne, c'est l'économie de développement. Nous avons analysé avec mes étudiants la semaine dernière les différents modèles de développement qui ont été mis en œuvre depuis 1960. La période donc de 60 jusqu'à 65, quand Mobutu prend le pouvoir, cette période-là était tellement confuse que tout ce que je sais, c'est que Kasavubu était un bon gestionnaire. Kasavubu ne dépensait pas de l'argent n'importe comment. Quand il voyage et qu'il revient avec les frais d'émission qu'il n'a pas pu utiliser, il remettait ça au trésor public. Il y avait le semblant de ce que j'appelle donc la bonne gouvernance pendant cette période. La période de Mobutu arrive, qui était marquée par deux périodes essentiellement. Un Mobutu d'abord qui apprenait, et puis un Mobutu qui était devenu dictateur. Et par conséquent, il a tenté quelques modèles de développement, tels que la zaïrianisation. Il a voulu reprendre le contrôle de l'économie qui s'est trouvée dans les mains des étrangers pour la mettre dans les mains des Congolais. L'idée était bonne, la mise en œuvre était tellement mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé qu'il fallait mettre l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Ils ont pris beaucoup d'entreprises, même des entreprises commerciales, qui n'avaient pour mission que d'importer des véhicules, par exemple, ou des marchandises qui viennent de l'étranger. On nationalise le stock de marchandises ici, mais on n'a pas pensé qu'il faut renouveler ce stock de marchandises continuellement. Par conséquent, ces entreprises, quand elles vendaient ce qu'il y avait dans le stock qu'on a trouvé, elles tombaient immédiatement donc en faillite par la suite. Donc, on n'a pas pu avoir une vision claire de comment le secteur économique fonctionne. On y a fait du n'importe quoi. Donc, la zaïrianisation, ça a été une catastrophe. Et ça a donné d'ailleurs un très mauvais message sur le plan international, que la confiscation des intérêts étrangers, des investissements étrangers au Congo n'était pas de nature à sécuriser qui que ce soit en tant qu'investisseur. Par conséquent, ça a fait fuir les investisseurs de l'économie congolaise qui sont partis à l'étranger plutôt que de rester ici. Maintenant, on a connu la période donc des deux Kabila, Kabila père et Kabila fils. Je peux dire qu'au début, Kabila père, il a eu à comprendre qu'il fallait peut-être que le Congo s'appuie sur lui-même plutôt que de s'appuyer tout le temps sur la communauté internationale. Il a tenté de faire fonctionner l'économie en utilisant les ressources limitées que nous avons, au lieu de pouvoir aller nous endetter à l'extérieur. Malheureusement, ce modèle-là, beaucoup de personnes ne l'ont pas apprécié. C'est ce qui a abouti donc à son assassination sur instigation donc, des gens de l'extérieur. Mais maintenant, le Kabila fils, qui nous a amené donc la révolution de la modernité, des beaux slogans, mais sur le champ, ces idées-là n'ont pas été mises en œuvre comme on souhaite. Aujourd'hui, nous parlons donc du programme de développement de 145 territoires. Je suis désolé de dire que le programme de développement de 145 territoires, c'est une supercherie. Ça ne va nous amener nulle part. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans chacun des territoires, vous voyez les besoins qu'il y a dans ces territoires-là. Et vous voyez, on commence par allouer 10 millions de dollars à un territoire. Et on dit, vous allez faire les hôpitaux, vous allez faire les écoles, et vous allez faire donc quelques bâtiments administratifs. Le développement, ce n'est pas ça. Le développement, ce n'est pas la construction de quelques bâtiments. Le développement, c'est toute une stratégie qui implique quelles sont les ressources que nous avons, ça coûte combien, ça va être utilisé comment et pendant combien de temps. Et quels sont surtout les hommes et les femmes qui peuvent mettre en œuvre cette stratégie-là. Par conséquent, je peux dire que pendant les 63 ans, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur qu'on n'ait pas commencé sérieusement à développer le Congo comme on le souhaite. J'invite les gens à être modestes. Mettons-nous autour de la table, discutons ce plan Marshall que je vous propose. Et que d'autres personnes qui ont d'autres visions de développement les amènent autour de la table. Pour qu'on adopte finalement une stratégie de développement qui sera partagée par tout le monde. Et de cette façon-là, nous allons commencer à nous mettre au travail. Noël Chani Mwandavita, l'invité de spécial Lipanda sur Bossolo Télévision, nous célébrons le 63e anniversaire de la République démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté internationale et nationale. Sur ces plateaux, nous gardons le même format après cette transition. Lambert Mende Omalanga viendra
parler avec nous ce qui représente aujourd'hui la politique congolaise 63 ans après. Monsieur Noël Tchani, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous m'avez posé une question, je n'ai pas répondu à la question, c'était sur la dollarisation. De votre dernier mot, peut-être. Voilà, sur la dollarisation. En quelques minutes. En quelques minutes, bien sûr. Je vais dire que sur la dollarisation, on ne peut pas mettre fin à la circulation du dollar tant que nous n'avons pas valorisé le franc congolais. Et pour valoriser le franc congolais, on a besoin d'une économie qui tourne. On a besoin d'une banque centrale qui fonctionne. Et on a besoin donc d'un système financier qui est introverti plutôt qu'extraverti comme ce que nous avons. Donc tout est à faire dans ce domaine-là pour qu'on arrive à doter le Congo d'une monnaie nationale crédible et d'une économie qui fonctionne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Tout juste après cette transition, nous prenons M. Lambert Mende au Malanga. Merci. Je crois que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas assez de changements. Il y a changement des acteurs, mais c'est comme si ce sont les mêmes faits. On dirait que c'est le même système. Et sur le plan social, je crois que la vie devient de plus en plus difficile. Et que surtout avec l'insécurité dans les campagnes, tous les gens qui produisaient dans les territoires sont en train de descendre en ville. Et donc toutes les villes sont maintenant surchargées avec moins de moyens parce que tous les produits venaient de l'intérieur. Avec aussi la détérioration des voies de communication, de routes, etc., il n'y a pas moyen de faire mouvement. Donc c'est vraiment une situation sociale plus ou moins difficile, avec beaucoup de déplacés par rapport à avant, parce que je ne crois pas qu'en 60 il y avait des déplacés, même dans un coin du pays. Donc aujourd'hui on cohabite en ville avec beaucoup de peuples qui viennent de partout, mais sans moyen de survie. Ce qui fait qu'il n'y a pas de travail en ville, et c'est l'oisiveté totale, et que donc c'est la pauvreté. Nous estimons que peut-être le régime actuel va changer les choses pour que l'on puisse d'abord, rétablir la sécurité, pour que les gens d'abord trouvent le moyen de circuler librement et surtout d'évacuer à leurs occupations, mais aussi favoriser l'entrepreneuriat privé. D'abord, toujours souffrir, population souffrir. Donc, de 63 tilélo, entre les différents chaque mokonja kana mboka oyo ayaka na makambo na ye ezola mwana botami mais mwana okobota mana marque na ye na mage mais ba président na biso bazoko la peuple te toujours souffrir biloko tuso ke partout bazolela biloko na wenze comme cher ata ba mine bana comme cher le makambo tout est bien te transport tout économie santé socialisation donc toujours souffrir na nyoso na mboka oyo donc insécurité à côté, donc tout le monde toujours là quoi là, bateau basé na kati ya Égypte, on dit tout ça na boko ya pharaon, donc tout là par souffrance, le mutuo là ne sengo ça ne par na bango, tu biso pere ba donc elo que ça te, c'est la Belgique biso bon en to bota makina lelo, na nuté, mais toi qui n'attend wana mamu ke mana mozalaki, mais lelo te, lelo mutu po ali asoka bimité donc il a pas le maman va comment na balabala pour nous mibali ok na kala biso maman neti maman boteke ngai azo voir na ndako aoze la serre papa pour to lia bien na ndako mais lelo bon malembe au changer gaga avec le temps on changer gaga ok malembe faut avoir la maîtrise les babara la patience à longueur de temps et aussi côté sécurité sociale. On a le but, sécurité sociale, nous sommes des mots malais, sécurité, on continue à faire un effort pour bâtir la Marambouana. 63 ans après l'indépendance, là selon moi, donc ça n'engage que moi, donc jusque-là, rien vraiment ne marche. Donc sur tous les plans, rien ne marche. Même sur les plans santé, donc, sur tous les plans, donc, en vrai dire, sur tous les plans, rien ne marche. Bon, en principe, on ne devrait pas avoir l'indépendance vers ces années-là. Donc, on devrait attendre. Donc, nous étions un peu pressés. Donc, on devrait travailler en collaboration avec les Blancs, comme on le fait en Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, les Blancs sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils travaillent en collaboration avec les Sud-Africains. Donc, chose que nous devons faire.
On devrait garder encore les Blancs, travailler ensemble avec les Blancs. Peut-être avec ce système-là, le Congo pourrait développer. Mais dans un premier temps, rien ne marche en RD Congo. 63 ans après, donc bilan zéro. On doit revoir beaucoup de choses en RD Congo. On doit revoir beaucoup de choses. Donc, ils ont vraiment un grand travail à faire. Ils doivent régulariser ou, comment dirais-je, régulariser ou revoir certaines choses à la loupe vraiment. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde.
Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Mes très chers compatriotes, au choc sus évoqué et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois, dans sa partie orientale, à une agression vile et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité, et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. À cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensable pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un tant soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Mes très chers compatriotes, cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller, en cette année 2023, notre devenir comme nation et la perception de notre
construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. Mes très chers compatriotes, l'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer, pendant une période, la noble charge de la conduite des affaires de la nation au plan national ou local, dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant sans relâche la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre nation. Nous devons absolument, pour cela, préserver dans notre beau pays l'unité, la cohésion sociale et la stabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents. En ma qualité de garant de l'unité nationale et de la stabilité de notre pays, je continuerai à jouer pleinement mon rôle pour assurer ce climat de paix qui doit mener le pays sur la voie du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce jour mémorable, le défi majeur reste celui d'associer les couches les plus démunies de notre population dans cette orbite du développement, gage d'une véritable indépendance. C'est le rôle assigné au programme de développement local des 145 territoires, le PDL 145T en sigle. Ce programme, destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, permettra non seulement de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales dans notre pays dans le moyen terme, mais également favorisera une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je me réjouis de vous informer que les 3 agences d'exécution, chacune en ce qui la concerne, ont prévu de commencer à livrer les infrastructures socio-économiques de développement à la base, que sont les centres de santé, les écoles primaires et les bâtiments administratifs, dès le courant du mois de juillet prochain. Mes très chers compatriotes, l'indépendance est un droit inaliénable que chaque nation
doit défendre avec force et détermination, car c'est ce qui nous permet de protéger nos intérêts et notre avenir. C'est ainsi que, pour terminer, j'en appelle à la mobilisation générale de nos énergies et de nos intelligences, pour continuer à bâtir ensemble notre cher et beau pays, à préserver l'unité et la cohésion nationale, à protéger notre intégrité territoriale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Joyeuse fête de l'indépendance à toutes et à tous. Je vous remercie.